Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur Télésud pour cette nouvelle édition de la mi-journée et à la une de ce mercredi 8 mars. Le Kenya qui a décidé d'étendre l'utilisation du vaccin antipaludique RTS-S à plusieurs régions afin de vacciner le plus grand nombre d'enfants suite aux résultats encourageants relevés dans les comtés du pays qui le testent depuis 2019. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et à cette occasion, nous nous rendrons au Burundi. Pour de nombreuses femmes, il est impossible, en raison de la pauvreté, de célébrer cette journée comme il se doit. Et pour terminer cette édition, nous reviendrons sur la 6e journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites, un succès historique pour l'intersyndicale qui continue la lutte avec aujourd'hui des perturbations dans les transports et les raffineries. On débute donc cette édition avec le Kenya qui a décidé d'étendre l'utilisation du premier vaccin antipaludique au monde dans la région endémique des lacs où le paludisme tue. Aujourd'hui, il serait près de 400 000 enfants à avoir été vaccinés et les résultats sont là. Aymeric Torregnon. Le voici dans ces flacons de 0,5 ml, le tout premier vaccin antipaludique. Après 3 ans d'expérimentation dans le pays, avec des résultats positifs et la validation de l'OMS, le Kenya a lancé l'usage à plus grande échelle de ce vaccin. Un soulagement pour les autorités sanitaires de ce pays où le taux de mortalité dû au paludisme avait atteint des proportions inquiétantes. Oui, c'est un excellent vaccin. Honnêtement, le fait d'avoir un vaccin contre le paludisme, le tout premier vaccin contre le paludisme, et dans la partie occidentale du pays, le paludisme est un véritable problème. Et si vous pouvez le voir, en particulier, le nombre de patients ambulatoires, le nombre d'enfants admis en raison de complications du paludisme, qu'il s'agisse d'une anémie, d'une transfusion sanguine ou d'un coma. Alors je pense que c'est vraiment un bon outil supplémentaire. Des centaines de mères affluent dans ce centre de vaccination du dispensaire de Kimogwa, dans le comté de Vihiga au Kenya, pour faire administrer à leurs enfants la dose nécessaire. Depuis le début de la campagne, 400 000 enfants kenyans se sont fait inoculer le Mosquiris, le tout premier vaccin anti-malaria au monde. Jusqu'à présent, nous avons vacciné près de 400 000 enfants. Dans le seul comté de Vihiga, au moins 25 000 enfants ont été vaccinés contre le paludisme. Dans ces régions, on a constaté une réduction substantielle des cas de paludisme grave et mortel, une diminution des hospitalisations d'enfants et une réduction du nombre de décès d'enfants. Parmi les enfants de la localité de Vihiga qui ont bénéficié de ce vaccin Faith, sa première dose, elle l'a reçue à l'âge de 6 mois. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Et sa mère ne se souvient même plus de la dernière fois où Faith s'est retrouvée à l'hôpital pour cause de malaria. Elle était toujours malade de la malaria et pouvait être traitée dans une clinique rurale. Et quand j'ai vu les inscriptions de vaccins sur le mur, j'ai demandé au médecin qui m'a dit que quand elle atteindrait l'âge de 6 mois, elle le ferait. Donc elle a eu 6 mois, 7 mois, jusqu'à 24 mois et a terminé les doses de vaccin. Aujourd'hui, le médecin a même oublié mon nom. L'extension de l'utilisation du vaccin au Kenya constitue une avancée significative dans la lutte contre la maladie. Malgré ce vaccin providentiel et la protection qu'il offre, les parents de Faith n'ont pas oublié la vieille méthode de prévention contre le paludisme. Chaque soir, ils font coucher leur enfant sous la moustiquaire. Les agences onusiennes et éthiopiennes en charge des réfugiés ont déclaré que près de 100 000 personnes fuyant les combats au Somaliland, région autoproclamée indépendante de la Somalie, ont trouvé refuge en un mois dans une zone reculée d'Éthiopie déjà touchée par une grave sécheresse. Et malgré cela, selon le représentant du HCR en Éthiopie, les gens ont su ouvrir leurs portes et ont partagé le peu qu'ils avaient. On l'écoute. Il est également très touchant de savoir que ces personnes qui ont elles-mêmes été touchées par la sécheresse et d'autres difficultés ont été les premières à tendre la main et à accueillir les réfugiés. Avant même que nous puissions arriver sur place, ce sont elles qui les ont hébergés dans leur maison, qui ont partagé le minimum de nourriture qu'ils avaient et ont montré que la solidarité est possible, même si l'on n'est pas dans les meilleures conditions.
Vous le savez, la mini-tournée en Afrique centrale d'Emmanuel Macron s'est achevée samedi dernier en République démocratique du Congo, une dernière étape durant laquelle le chef d'État français a dénoncé la fuite en avant des autorités du pays, leur reprochant de ne pas avoir été capable de restaurer la souveraineté militaire, sécuritaire et administrative. Les détails avec Soukaina Skali. Samedi, alors qu'Emmanuel Macron achevait sa tournée en Afrique centrale par la RDC, le président français et son homologue congolais ont offert un spectacle peu commun dans les relations diplomatiques. Le ton de la conférence de presse conjointe tenue par les deux hommes a parfois frôlé le pugilat diplomatique. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis, et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Dans la capitale congolaise, beaucoup ont reproché à la France de n'avoir pas explicitement condamné le Rwanda, désigné par Kinshasa comme l'auteur des agressions à l'est du pays. Des reproches balayés d'un revers de main par le président français. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Dans une salle chargée d'histoire où Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, a prononcé son réquisitoire contre la colonisation belge, Félix Tshisekedi s'est lui aussi érigé en avocat de son pays, quitte à embarrasser son hôte par ses déclarations. Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Malgré cette conférence de presse musclée, le président français a tout de même annoncé que la France serait le premier pays à répondre à l'initiative de l'Union européenne de mettre en place un pont aérien humanitaire vers Goma. Paris compte contribuer à hauteur de 34 millions d'euros. Au Mali, à quelques jours de la date prévue pour un référendum sur la nouvelle constitution, une influente organisation de responsables religieux a appelé mardi les fidèles à s'opposer au projet de cette nouvelle constitution et au maintien du principe de laïcité de l'État. Écoutez. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imama, agissant pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam, et pour notre patrie, le Mali, exhorte solennellement tous les musulmans patriotes à voter contre le projet de constitution sous sa forme actuelle lors du référendum. Je vous l'annonce en titre, ce mercredi 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Mais au Burundi, celles qui exercent des emplois généralement réservés aux hommes et qui aimeraient fêter cette journée comme il se doit ne pourront malheureusement pas la célébrer en raison de la pauvreté qui les frappe. Souilas Bailly. C'est entouré d'une équipe en partie composée de femmes que Nayo Dorothée, une pelle à la main, travaille sur un chantier. Cette Burundaise exerce le métier d'assistante maçonne, un métier traditionnellement réservé aux hommes. Si l'on peut louer son courage en cette journée de la femme, elle explique ne pas avoir d'autre choix que de le faire pour subvenir à ses besoins et dénonce plutôt sa condition. Oui, j'entends que la journée internationale de la femme approche, mais à cause de la pauvreté, je ne peux pas fêter cette journée avec fierté. Les 5 000 francs burundais que je gagne par jour ne peuvent pas me suffire pour célébrer cette journée et dire que je suis une femme fière parmi les autres. Non, ce n'est pas possible. De son côté, Rehema a choisi d'être coiffeuse pour hommes, là où habituellement les genres ne sont pas mélangés. Si celle-ci subit regard moqueur et appréhension de la clientèle pas habituée à cette situation, elle s'accroche à son travail et espère faire changer les mentalités à ce sujet. Il arrive qu'un client vienne me dire qu'il ne peut pas se faire couper les cheveux par une femme. Cela ne m'a jamais découragée d'abandonner mon travail. Mais je redouble d'efforts. Lorsque ce client revient et me voit couper les cheveux d'un autre client, il voit que je coupe bien et il accepte que je coupe les siens. Si le Burundi a imposé une rémunération égale pour un travail à valeur égale entre hommes et femmes,
Il lui reste encore beaucoup de chemin, comme dans la plupart des pays dans le monde, pour briser les stéréotypes et permettre aux femmes d'accéder à de meilleures conditions de vie. Au Cameroun, le ministère des Finances célèbre aussi la journée de la femme avec notamment des journées portes ouvertes et des tables rondes autour de l'inclusion digitale, une initiative qui suscite beaucoup d'intérêt chez ces femmes désireuses de s'arrimer au numérique. Gaël Jacquem et Cyril Guijoy. Pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème retenu pour cette 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Pour mieux le cerner, les femmes du ministère des Finances viennent d'être édifiées au cours des journées portes ouvertes et tables rondes organisées au Sénadi sur l'apport des innovations technologiques dans l'autonomisation de la femme et la digitalisation inclusive des tâches au sein de leur département ministériel. C'était une conférence d'évaluation et de projection par rapport à la manière de renforcer d'abord l'accès des femmes à la transformation digitale, mais aussi la transformation des institutions du fait de cet accès plus grand des femmes au numérique. Selon les statistiques rendues publiques par l'Institut national de la statistique, INS, seulement 37% des femmes ont accès de nos jours au numérique. Un écart largement inférieur à celui des hommes qui contribuent davantage à renforcer les inégalités entre les deux sexes. Il y a un problème qui est lié à la fois à l'accès, mais aussi à la qualité d'accès, c'est-à-dire au type de connectivité, parce qu'on va voir que les usages qui sont faits du numérique sont des usages inégalitaires. Des écarts et inégalités qu'entendent réduire à l'avenir ces Amazones du ministère des Finances, et ce, par une meilleure implication dans l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout a été dit ici, ce n'est pas de manière exhaustive, mais on a essayé d'édifier un pan du problème et on a fait des analyses, on a fait des propositions. Et je pense que c'est le message qu'on va rentrer dans nos bureaux et dans nos maisons pour essayer de développer davantage et être plus inclusif en ce qui concerne les éléments de la digitalisation pour qu'on puisse concourir le monde digital. C'est avec un sentiment de satisfaction qu'elles regagneront leur département ministériel, le rendez-vous étant pris demain mercredi 8 mars pour l'apothéose. Les dépouilles des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire qui ont été rendues à leurs proches. À Madagascar, le cyclone Freddy qui fait 8 morts. Et en Ukraine, le groupe Wagner qui affirme avoir conquis toute la partie orientale de Bakhmout. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Soukaï Neskali et Noël Dong. Les autorités ivoiriennes vont restituer ce mercredi 8 mars des dépouilles de victimes de violences commises en mars 2011 au moment de la crise post-électorale de 2010-2011. 3 localités, Guiglo, Bleu-le-Quin et Tout-le-Pleu sont concernés par cette cérémonie. En tout, 47 corps et restes humains de victimes de violences qui étaient conservés à l'Ivoire Sépulture de Trècheville doivent être rendus à leurs familles ce mercredi. Ces corps avaient été exhumés pour certains en 2015, puis transférés à Abidjan pour le besoin des enquêtes sur les différents affrontements qui s'étaient produits au moment de la crise post-électorale. Pour le gouvernement, ces restitutions entrent dans le champ de la réconciliation. Elles sont aussi une manière de tourner cette page sombre de l'histoire du pays. À Madagascar, le bilan du deuxième passage du cyclone Freddy s'est alourdi. Il est passé à 8 morts mardi. Au total, au moins 15 personnes sont mortes à Madagascar depuis que Freddy a frappé pour la première fois l'île à la fin du mois de février. Plus de 40 000 personnes avaient été touchées et plus de 14 000 déplacées depuis que le cyclone est revenu frapper l'île après avoir suivi une trajectoire inhabituelle. Le cyclone, qui a repris son chemin, s'est renforcé en se dirigeant vers le Mozambique. Une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique qui s'étend de novembre à avril. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé mercredi avoir conquis toute la partie orientale de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. Ces derniers jours, la pression s'est considérablement accrue sur les forces ukrainiennes défendant Bakhmout, confrontées à des avancées russes et à la menace d'un encerclement. Un groupe d'experts américains de l'Institut pour l'étude de guerre a indiqué que les troupes du Kremlin avaient vraisemblablement capturé la partie orientale de la ville après un retrait contrôlé par des forces ukrainiennes de cette zone.
En prenant Bakhmout, Moscou aurait la voie libre vers d'autres villes, a prévenu le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Retour en France où au lendemain de la journée de mobilisation très suivie dans le pays avec pas moins de 280 manifestations organisées sur tout le territoire, une nouvelle journée de blocage se dessine notamment dans les transports et les raffineries, des perturbations qui devraient, selon le ministre des Transports Clément Beaune, s'étendre jusqu'à la fin de la semaine. Alors après cette journée de mobilisation, l'intersyndicale a demandé à rencontrer le président de la République, mettant en garde contre une situation qui risquerait de devenir explosive. Ce à quoi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a répondu que la porte du gouvernement est plus couverte aux syndicats. On l'écoute. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait. Et si les syndicats qui, depuis effectivement un certain nombre de semaines, ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la voie et l'accès pour pouvoir discuter, nous, on est dans le dialogue, parce qu'on veut continuer de pouvoir discuter, travailler et au-delà même des retraites, être capable de continuer à bosser sur des textes importants. Parce qu'il y aura aussi un après-retraite et on veut parler du plein emploi, on veut parler du bon emploi, on veut parler de France Travail, on veut parler du télétravail. Et pour ça, on a besoin que le lien avec les syndicats, ce soit un lien qui soit fort. Donc on acte le désaccord sur les 64 ans. Mais ça fait un moment qu'on l'a acté, on se mettra pas d'accord là-dessus. Ils organisent des manifestations, des journées de grève, on le respecte. Alors avec cette manifestation contre la réforme des retraites, les syndicats voulaient mettre à l'arrêt la France. Un pari réussi pour l'intersyndicale qui estime que cette 6e journée de mobilisation est historique puisque selon eux, elle aurait rassemblé plus de 3,5 millions de personnes. 1 million selon le ministère de l'Intérieur. Retour sur cette journée avec Mathieu Nicolas. C'est dans toute la France que se sont une nouvelle fois mobilisés les grévistes à l'appel de l'intersyndicale dans le cadre de la lutte contre la très controversée réforme des retraites. À quelques heures de l'examen par le Sénat de l'article 7 de la réforme, relatif au recul de l'âge de départ, la mobilisation connaît une hausse significative et le ton semble se durcir. Les secteurs du transport appellent à un blocage total et visent un seul objectif, le retrait pur et simple de la réforme. Il faut rien lâcher. C'est le gouvernement qui doit revoir sa réforme. C'est pas nous qui devons plier. De toute façon, la population, enfin la vie de la population le montre bien. On est plus de 70% d'insatisfaits. Donc je comprends pas comment un gouvernement il peut maintenir une réforme alors qu'il sait que les 3/4 du pays sont contre. J'arrive pas à comprendre. C'est pas de la démocratie. Donc sur ça, nous, on va surtout sur une grève illimitée, reconductible, tant que cette réforme n'a pas été retirée par ce gouvernement. Et là, ce qu'on a maintenant, on se retrouve avec une convergence des luttes et cette réforme, elle concerne tous les Français. Paris, Rennes, Calais, de nombreux opposants à la réforme ont battu ce mardi les pavés avec par endroits des blocages. Du côté de Marseille, les manifestants ont reçu le renfort de Jean-Luc Mélenchon. Depuis la cité phocéenne, le leader de la France insoumise a brandi la menace d'une grève reconductible. La bataille commence aujourd'hui. Dans quelques heures, on peut dire le pays tout entier s'arrêtera puisque l'une après l'autre, les professions entrent dans la lutte. Dans un grand nombre de secteurs décisifs pour la vie du pays, la grève est reconductible et on doit s'attendre à ce que demain et après-demain soient des jours encore de mobilisation sociale très intense et justifiée. À la mi-journée, les syndicats ont salué une mobilisation en hausse dans tous les secteurs. Éducation, santé, transport, d'autres secteurs pourraient rejoindre le mouvement si le gouvernement ne retire pas son projet. Les syndicats se disent prêts à faire durer la fronde. Et hier matin à Marseille, avant le départ du cortège de protestataires, le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, s'est adressé au président Emmanuel Macron et il lui propose une sortie par le haut en suggérant 2 solutions. Une dissolution de l'Assemblée nationale ou un référendum. On l'écoute. Le président de la République peut-il espérer qu'il lui suffise d'attendre que tout pourrisse pour que les gens se dissuadent de lutter? Ils ne le feront pas. Son devoir dans une démocratie, c'est de trouver une sortie par le haut. Puisqu'il y a d'un côté sa volonté à lui, de l'autre côté celle du peuple français, à qui doit revenir le dernier mot? Évidemment au peuple. Par conséquent, le moment est venu pour lui de prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage. Ou bien à la dissolution, puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays
est ce que dit l'Assemblée nationale, ou bien, plus simplement, un référendum comme nous l'avions tous espéré. L'ancienne basketteuse internationale Isabelle Yacoubou est revenue pour cette journée internationale de la femme sur les difficultés qu'elle a traversées pour concilier carrière au plus haut niveau et maternité. Un témoignage fort recueilli par l'AFP à l'occasion de la sortie de son livre Géante. Mathieu Nicolas. C'est dans un ouvrage que la joueuse de basketball se livre sans filtre. L'ancienne basketteuse internationale Isabelle Yacoubou raconte dans son autobiographie intitulée « Géante » les difficultés endurées pour concilier carrière au plus haut niveau et maternité. Un vrai parcours du combattant. Chez les hommes, on n'en parle pas parce qu'ils sont papas, mais leurs femmes s'occupent de tout. Mais chez la femme, tout de suite, ça remet en cause son statut. Est-ce qu'elle est capable de revenir au haut niveau? Est-ce que physiquement, c'est possible? Gérer des enfants, un foyer et une profession, est-ce que c'est possible? Donc pour moi, oui, c'était important de montrer que oui, c'est possible. Évidemment avec des aménagements, mais que c'était possible. Figure des Bleus, membre des braqueuses championnes d'Europe 2009, et médaillée d'argent au JO 2012, Isabelle Yacoubou se considère comme l'une des premières jeunes femmes à avoir assumé sa maternité dans un milieu où oser devenir maman comporte encore son lot d'obstacles. C'est-à-dire qu'au début, moi je partais, premier déplacement que je faisais, j'étais au fond du bus avec Élodie Godin et elle m'a vue dans des états, je pleurais. J'étais inconsolable d'être sans ma fille, d'avoir ses montées de lait et de ne pas pouvoir la nourrir. Et tout ça avec évidemment des charges d'hormones, un postpartum qui nous prend. Aujourd'hui à Tarbes, celle qu'on surnomme Baby Shaq, en référence à Shaquille O'Neal, a retrouvé son club de ses débuts en pro. Ici, elle parvient à allier vie de famille et carrière sportive, notamment grâce à des aménagements. À quelque chose pour devenir la basketteuse que j'ai été et que je suis aujourd'hui, j'ai travaillé. Donc, j'attends pas à ce qu'on me donne ce que je n'ai pas. Mais par contre, si je le mérite, ah oui, là, il faut me le donner et avec le respect et tous les honneurs qui vont avec. Isabelle Yacoubou est la preuve que concilier carrière au plus haut niveau et maternité est possible malgré les hauts et les bas. Et avant de terminer cette édition, je vous rappelle que le journaliste français Olivier Dubois est depuis 23 mois otage au Mali, où il a été enlevé par les djihadistes du djinn alors qu'il était en reportage à Gao. Pour le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui s'est exprimé il y a 2 jours, les négociations pour sa libération se trouvent dans le camp des autorités françaises. C'est la fin de cette édition, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. A très bientôt, au revoir.